ce que je compte aborder, c'est que le fait que, ce sont des métiers qui sont un peu brouillés. C'est-à-dire que ce sont des métiers dont les repères sont difficiles, hein. Il y avait un livre de Donné et Charlier, qui sont belges d'ailleurs, qui parlait de ça, je crois, il y a un livre ancien, il y a déjà quelques années, mais au fond, c'est une réalité encore peut-être même plus intense aujourd'hui et donc cette nécessité finalement de se poser, de réfléchir à ses expériences, c'est d'autant plus intéressant que le rythme, je trouve aujourd'hui, est très accéléré. Le rythme du travail, le fait parfois d'être toujours dans l'urgence, de ne pas avoir le temps de se poser et les temps, où l'on peut se poser en réunion ne sont pas les temps de l'analyse pratique, parce que c'est aussi 2 choses qui sont assez différentes. Donc voilà, j'aimerais bien en tout cas essayer d'aborder ça, en montrant aussi l'importance dans le fait de clarifier, de dénouer, des situations, de manière à réajuster au fond, les accompagnements. Alors, j'ai essayé aussi un petit peu de voir au fond, comment on peut, au regard quand même de nos profils en tant qu'intervenants en analyse pratique, nous avons souvent des profils qui sont quand même très différents et avec des formations différentes, mais comment tout ça peut au fond, je vais dire s'utiliser à bon escient bien sûr. Non seulement, je dirais nos savoirs, que ce soit des savoirs d'expérience ou des savoirs théoriques, mais comment ça peut aussi, dans un collectif, en analyse de pratique, s'utiliser aussi au regard des expériences et des connaissances des professionnels. En sachant que l'analyse de pratique, je trouve ce qui est difficile, c'est que parfois, on est à la limite aussi avec la question de la supervision. Et on a des thèmes qui nous arrivent en analyse de pratique qui touchent à à la supervision. Et là, du coup, se posent des problèmes éthiques. Est-ce que moi, en tant qu'analyse de pratique, j'y vais ou j'y vais pas? Donc c'est un peu ça qui s'est posé et notamment mon expérience des analyses de pratique pour le département du Nord, dans le secteur de l'enfance, qui est en plus un secteur, ô combien difficile. Eh bien, j'ai vécu des situations où finalement j'ai dû parfois aller chercher plus dans certaines connaissances ou méthodes ou méthodologies, qui faisaient partie de ma formation, pour essayer d'avoir des éclairages évidemment sur ce qui se produisait pour une équipe. Par exemple, je pense notamment à une équipe où se posait, la question du deuil, la question d'un deuil dans une équipe et avec une souffrance qui était là, qui est apparue en analyse de pratique et finalement je ne me suis pas sentie, je dirais, le droit de laisser la situation telle qu'elle était, tellement il y avait de la souffrance. Évidemment, ça a été discuté aussi avec, les responsables et ça permet d'avoir un temps presque d'arrêt de l'analyse de pratique pour, à un certain moment, aborder cette souffrance qui était là et pouvoir essayer de la réguler et en tout cas de la dépasser au niveau de l'équipe. Ça, c'est un exemple concret, voilà, qui s'est posé à moi, dans l'analyse de pratique et donc ce champ, difficile où on est parfois, vraiment limite avec d'autres choses qui se passent, au niveau de l'institution. Surtout quand on intervient, enfin je crois, dans une même institution, avec des professionnels qui travaillent ensemble et donc qui vivent aussi, je dirais, en commun toute une série de difficultés, donc qui apparaît. Voilà un petit peu ce que j'aurais envie d'aborder. C'est pas facile d'ailleurs, mais bon, c'est un peu vers ça que j'ai envie d'aller, voilà donc je pense que l'analyse pratique est un lieu, je dirais, de réassurance, de libération aussi des inquiétudes et des anxiétés. Ce qui leur fait en fait, beaucoup de bien et je pense que la question du tiers extérieur, elle est extrêmement importante. Parce qu'il y a des choses qui ne seront jamais abordées ou très rarement abordées en tout cas, par exemple avec le chef de service ou, en équipe, des tas de raisons, hein, ça dépend des équipes aussi. Bien sûr, on a affaire à des équipes qui parfois fonctionnent très bien, où il y a de l'harmonie, parfois où il y a des tensions. Et donc voilà. Donc je pense que l'analyse de pratique pour moi aujourd'hui, elle est vraiment, elle est vraiment indispensable et elle se pose, certains services ou administrations, je dirais, y recourent, mais on sent aussi qu'il y a d'autres lieux où ils n'y recourent pas encore et où ce serait vraiment, utile. Donc je voudrais peut-être un peu démontrer cette utilité, si je puis dire.
au regard de cette complexité aussi. Je vais intervenir sur l'analyse des pratiques avec un point de vue systémique. Dans le cadre de l'Institut Michel Montaigne, on a l'habitude régulièrement de travailler auprès d'équipes du champ sanitaire et social, des équipes hospitalières aussi. Et en France, on n'a pas vraiment une définition de ce qu'est une analyse de pratique. Donc, on travaille, nous, à deux niveaux. L'analyse de pratique centrée sur les patients, c'est-à-dire est-ce que les soins dont les patients bénéficient ou l'accompagnement en protection de l'enfance dont le jeune bénéficie est adapté à ses besoins, à ses troubles, à ses difficultés, voilà, à son isolement, parce que souvent on a quand même des gens qui sont très isolés de leur propre famille. Ça, c'est un premier niveau dans notre analyse de pratique. Et puis on intervient aussi, mais en général, c'est pas avec les mêmes équipes, en tout cas, ce sont pas les mêmes personnes qui le font. L'analyse des pratiques au sens assez large de la place de chacun dans l'équipe, comment chacun remplit sa fiche de poste entre guillemets, hein, les conflits qu'il peut y avoir entre l'équipe et les hiérarchies, entre les équipes et les patients d'ailleurs. On travaille aussi beaucoup sur le fonctionnement en miroir, puisqu'il y a des équipes qui, par exemple, je suis addictologue en toxicomanie, on a quand même beaucoup de travail à faire par rapport au respect de la règle, par rapport aux conduites de risque. On se rend compte, mais ça c'est une lapalissade, hein, que beaucoup d'équipes peuvent être infiltrées en miroir par des modes de fonctionnement qui sont les modes de fonctionnement des personnes qui les accompagnent. Donc on essaie de travailler, quand on travaille sur l'accompagnement de toute une équipe, on travaille évidemment à la fois sur ce travail en miroir possible, et on a une caractéristique peut-être qui a l'air de surprendre certaines équipes, c'est que lorsqu'on nous demande de venir travailler sur une analyse des pratiques, on demande à ce que les cadres fassent partie du travail. Ça, c'est une caractéristique que j'aborderai dans mon intervention. Parce que quand on n'inclut pas les cadres, moi j'ai le sentiment que, quelle que soit la bonne volonté des équipes et la nôtre, on accentue l'aspect un peu méfiant des équipes vis-à-vis des cadres. Et on est assez, comment dire, on est assez attentionné au fait que lorsque les équipes sont en marche et commencent à être, par exemple, plus en confiance entre eux dans la relation, plus sûrs d'eux-mêmes, eh bien que les cadres ne viennent pas casser ce travail qui est fait depuis plusieurs mois au moment où ils vont intervenir, parce qu'à un moment donné, ils interviennent de toute façon sur la dynamique de l'équipe. Donc ça, je pense que dans les ateliers, ce sera une question importante. Parce qu'il y a des équipes qui n'acceptent pas ça, et du coup, nous n'acceptons pas de travailler à ce moment-là. Voilà ce que je pourrais dire. Ensuite, avec l'analyse systémique, on va bien sûr travailler aussi sur les règles qui se répètent dans les institutions. C'est comme dans les familles maltraitantes, hein, parfois vous changez les personnels, mais le mode de fonctionnement reste le même. Ça, c'est très frappant de voir des institutions très maltraitantes. Le directeur était parti, par exemple, pour faute professionnelle. Un certain nombre de cadres ont été changés. Certains salariés ont quitté l'institution. On a donc un certain nombre de personnes nouvelles dans l'équipe. Et pour autant, la maltraitance continue à l'intérieur même de l'équipe. Donc, en tant que systémicien, on va travailler sur la répétition de systèmes maltraitants et sur la façon dont tout est interdépendant. Voilà ce que je pourrais dire sur un premier temps. On évoquera aussi les règles implicites de fonctionnement dans les équipes, comme on peut avoir des règles implicites de fonctionnement dans les familles. De fait, elles existent, mais elles sont pas toujours propres à favoriser l'épanouissement professionnel de chacun des membres des équipes. Ce que j'ai imaginé, c'est de centrer ma communication sur, les dimensions éthiques, des pratiques d'intervention sociale et donc ces réflexions, s'appuient en partie, alors en partie seulement, sur une recherche-action et une expérimentation qui a été menée avec des travailleurs sociaux, des maisons de la solidarité qu'on appelle à Lyon les maisons de la métropole, concernant justement cette question éthique. Alors à l'origine, la métropole de Lyon nous avait demandé, un éclairage, disons sociologique sur, les pratiques, d'intervention sociale de ses agents et au terme de cette, recherche, action qui d'ailleurs a donné lieu à la publication d'une bande dessinée que vous pouvez vous procurer facilement.
on a proposé un léger déplacement de la focale, un léger déplacement sur enfin pas seulement sur les pratiques, mais sur les valeurs, les principes auxquels doivent s'adosser ces pratiques dans un contexte particulier qui est un contexte de très grande individualisation du social. Alors, on avait mis dans la recherche-action, on avait mis en relief quelque chose de très classique dans le travail social et d'ailleurs dans tout travail. C'est la grande distorsion qu'il y a entre un travail prescrit par les politiques sociales, par le droit, par les politiques publiques, par les institutions à différents niveaux, et le travail réel des praticiens du social qui, bien souvent, prend une très, très grande distance par rapport à ce qui est prescrit. Alors, une telle distorsion, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas nouvelle dans le travail social, sauf qu'il me semble qu'elle s'accentue à partir du moment où il est question de soutenir l'autonomie des personnes, de respecter leur consentement, de s'assurer de leur libre adhésion, de ce qui leur est proposé, et voire plus encore de soutenir leur capacité d'agir, ce que les Canadiens appellent l'empowerment. Alors, dans bien des situations, alors pas dans toutes les situations, mais dans bien des situations, il peut y avoir donc un écart très grand ou des tensions très grandes entre, d'une part, le bien des personnes, des familles, de l'entourage tel que perçu, analysé, compris par les travailleurs sociaux, et puis d'autre part, tel qu'il est vécu, désiré, analysé par les bénéficiaires. Il peut y avoir donc des grandes tensions. Donc on a des tensions entre des conceptions qui peuvent être très différentes du bien pour les personnes, les familles, l'entourage. Et ces tensions, en fait, menacent de deux façons opposées les pratiques de travail social. Soit du côté de la contrainte, justement, sous une forme qui peut être édulcorée, on parlera alors de paternalisme, lorsque les travailleurs sociaux imposent finalement telle ou telle orientation, telle ou telle directive, certes pour le bien des personnes, mais en imposant cette orientation, soit à l'opposé, c'est du côté du laisser-faire, lorsque les travailleurs sociaux, au nom de la libre décision, de l'autonomie, du consentement, laissent faire, alors que les décisions peuvent s'avérer nuisibles pour la personne elle-même, nuisibles pour ses enfants, pour les parents, etc. Alors, en pratique, ce qui est intéressant, et c'est un travail que j'ai mené depuis un certain temps, on peut observer que les travailleurs sociaux essayent de se situer entre ces deux écueils, hein, entre ces deux extrêmes. Ils essayent d'éviter donc ces deux types d'interventions et s'orientent plutôt, autant que faire se peut, dans la demi-mesure, dans le compromis, ce que j'appelle l'action oblique, hein. Les travailleurs sociaux vont essayer d'éviter tout ce qui est frontal, soit frontal en accordant totale liberté à la personne, soit en imposant, etc. Alors, toute la question est de savoir quelles sont les valeurs, justement, auxquelles s'adossent ces compromis que les travailleurs sociaux en pratique sont obligés de faire, dans un contexte où, précisément, ce qui prédomine, c'est l'incertitude de ce qu'il convient de faire. On ne sait pas très bien quel est le bien des personnes face à des dilemmes qui se présentent. Alors, l'éthique de l'action oblique, justement, elle n'est pas normative, hein. L'éthique normative, c'est une éthique qui conduit à définir des normes d'action. L'éthique, une éthique normative serait proche de la déontologie, ce qui est un classique du travail social. En fait, il s'agit plutôt d'une éthique de situation qui, compte tenu de l'incertitude, mérite d'être discutée, débattue, révisée sans cesse. D'où l'intérêt de la délibération, vous voyez, qui permet à la fois d'éviter l'inacceptable, car certaines choses sont inacceptables, mais qui permettrait de continuer à douter finalement de ce qui peut apparaître acceptable à un moment donné et dans une situation donnée. Et donc, c'est ça un peu le but des ateliers éthiques qu'on expérimente actuellement sur un territoire de Lyon métropole, et d'où les enjeux de ces ateliers dont l'objectif, évidemment,
dont l'objectif est d'essayer de fabriquer, de bricoler par la discussion et la délibération la politique en train de se faire et l'éthique, une éthique en marche. Voilà les axes de mon intervention telle que je la prévois.